Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant d'aller plus loin dans le cours, je voulais faire un bilan intermédiaire et surtout se souvenir finalement des objectifs que nous étions fixés dans le cadre de ce cours et surtout se rappeler finalement les outils fondamentaux qui vont être nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc je vous rappelle, hein, l'objectif très général, hein, c'est de mettre sur pied une méthodologie, j'ai appelé une méthodologie à 3 niveaux, qui va nous être utile pour le design ou l'étude d'un interface de capteur. C'est vraiment, une fois de plus, hein, depuis le début du cours, ce qui a été clairement identifié. Donc, je vous rappelle, hein, cette méthodologie à 3 niveaux est ainsi articulée. Le premier niveau consiste à faire une approche fonctionnelle idéale. Donc, une fois qu'on a choisi notre capteur en fonction du cahier des charges, on va définir les fonctions que doit réaliser notre conditionneur. Donc, rappelez-vous, hein, la chaîne classique, je la rappellerai d'ailleurs par la suite, hein, la chaîne classique d'interfaçage, hein, avec le capteur à l'entrée et le convertisseur analogique numérique à la sortie, et surtout la nécessité de mettre entre ces deux blocs notre conditionneur qui va nous permettre de générer la caractéristique idéale à l'entrée de notre convertisseur analogique numérique. Donc cette première approche fonctionnelle nous permet de déterminer les fonctions. Rappelez-vous, on a fait un certain nombre d'exemples, hein, les fonctions classiques, hein, il faut décaler, multiplier, etc., pour avoir la caractéristique idéale. Le deuxième niveau de modélisation, puisque ce premier niveau n'est pas suffisant, il permet certes de déterminer les fonctions, mais il ne permet pas de déterminer les caractéristiques, les spécifications que chaque bloc de notre interface doit avoir. Donc c'est cette deuxième approche, ce deuxième niveau, hein, qui consiste à modéliser en fait chaque bloc de notre chaîne d'interface par un schéma bloc équivalent, par un schéma équivalent, hein, typiquement ce qu'on a déjà utilisé lors du premier semestre, pour définir les spécifications de chacun des blocs. Et enfin, le troisième niveau, qu'on a commencé déjà à aborder, mais qui sera encore développé dans la suite du cours, consiste à partir de cette spécification des blocs obtenus au niveau 2, hein, à proposer une réalisation technologique. Concrètement, à proposer un circuit permettant de réaliser l'interface désirée. Alors évidemment, là, je suis dans une phase de design. On peut renverser en quelque sorte cette approche pour faire l'étude de l'interface déjà existant. Hein. Typiquement, ce qu'on a pu faire dans le TD numéro 5 relatif à l'interfaçage des capteurs, hein, dans le module EC2, qui a consisté à étudier une interface d'un dispositif de mesure de température, où là le circuit est existant, et on a pour le coup appliqué cette démarche en sens inverse. On a d'abord déterminé à partir du circuit finalement les fonctions réalisées et pour redescendre aux fonctions idéales nécessaires pour pouvoir l'interfacer correctement. Alors, si on détaille un petit peu plus cette méthodologie, on retrouve au niveau 1 hein, notre chaîne de mesure classique avec la mesure onde à l'entrée, la grandeur physique hein, qu'on cherche à déterminer, le capteur qui réalise la conversion de cette mesure onde dans une grandeur électrique, je vous le rappelle, hein, une tension, un courant ou une variation d'impédance pour les capteurs passifs. En bout de chaîne, le convertisseur analogique numérique, l'élément fondamental, hein, puisque c'est lui finalement qui va fixer la caractéristique idéale que l'on cherchera à avoir à la sortie de notre conditionneur, cette caractéristique hein, étant d'une part forcément linéaire pour avoir une résolution constante sur toute la gamme de mesures, et ça doit être une tension, hein, puisque le convertisseur analogique numérique ne sait qu'échantillonner des tensions. Deuxième point. Et troisième point, cette caractéristique doit, sur l'étendue de la mesure, utiliser la tension pleine échelle, donc la gamme pleine échelle du convertisseur analogique numérique, hein, d'où la caractéristique idéale. Ça, c'est ce qu'on cherche à avoir à la sortie de notre conditionneur pour pouvoir optimiser nos mesures. Donc, linéaire, une tension, utilisant toute l'étendue du convertisseur analogique numérique sur l'étendue de la mesure. Donc évidemment, ça c'est en fonction du cahier des charges.
Une fois encore, je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, cette première étape ne va nous permettre que de déterminer les fonctions principales à réaliser et non pas les spécifications de chacun des blocs. D'où le deuxième étage, celui-ci est fondamental, hein, être capable de représenter chacun des éléments de notre chaîne, hein, le capteur, le conditionneur pouvant lui-même être constitué de plusieurs étages, et notre convertisseur analogique numérique, dont les représenter par des schémas électriques équivalents. Le capteur, c'est très simple, c'est la source, donc on va le représenter typiquement sous la forme d'une source, soit de Thevenin, donc une source de tension, soit sous la forme d'un générateur de Norton équivalent, donc une source de courant. Et ça, quel que soit le type de capteur, on aura toujours la possibilité de le mettre soit sous une des formes, soit sous une de ces deux formes. Le conditionneur, bah, typiquement, hein, ce sont des étages de type quadrupole, hein, le plus simple que l'on connaisse, hein, c'est des étages de type amplificateur. On va donc les représenter par le schéma équivalent classique, hein, d'un quadrupole, avec, alors ici on n'en a qu'un, hein, de représenter, hein, mais on peut imaginer, hein, qu'on peut cascader un certain nombre de ces étages. Donc avec, vue de l'entrée, un quadrupole représenté par sa résistance d'entrée RE, et vue de la sortie, par un générateur de tension commandé par une tension si on est sur un bloc de transfert en tension. Donc typiquement le plus simple que l'on connaisse, hein, c'est l'ampli de tension, hein. Donc ce générateur de tension, on voit qu'il va générer avis d'une tension de type GV fois VE, donc commandé par la tension d'entrée, ou alors un générateur de tension commandé par le courant d'entrée. Donc cette fois-ci, on est face à un bloc de type transimpédance, hein, lorsque la source est de type source de courant. Donc lorsqu'on a un capteur qui va se comporter comme une source de courant. Donc ça, c'est fondamental, hein, bien maîtriser tous ces schémas équivalents. Je crois que j'ai rappelé, hein, sur le premier slide, hein, les pages sur lesquelles vous retrouverez tous ces détails en termes de modélisation sur votre polycopier. Hein. Bien savoir ce qu'est un générateur de tension, un générateur de courant, les différentes représentations, hein, des quadrupoles, comme je viens de le rappeler très rapidement, mais vous retrouverez tous les détails sur la fascicule. Et enfin, dernièrement, le CAN, qu'on va simplement représenter par sa résistance d'entrée, que j'ai appelée ici RCAN. Donc on voit bien que ce deuxième niveau de modélisation nous permet d'aller au-delà dans notre design, puisqu'il va nous permettre d'en déduire les conditions d'adaptation d'impédance. Et ça, rappelez-vous, c'est fondamental. En électronique au sens large, il faut toujours s'assurer que l'on vérifie les conditions d'adaptation d'impédance dès lors que l'on va connecter un bloc sur un autre. Et là, typiquement, vous voyez bien que c'est tout à fait la démarche que l'on suit. Donc ces conditions d'adaptation d'impédance vont nous permettre d'assurer le transfert optimal de la tension à vide de notre générateur équivalent, EG, ou du courant de court-circuit, IG. Donc ça, rappelez-vous, hein, c'est ce qui porte l'information. Hein. La mesurande M dépend directement, pardon, c'est l'inverse, hein, ces grandeurs électriques, hein, EG ou IG, dépendent directement de ma mesurande M. C'est vraiment les grandeurs que je cherche à déterminer au final. Il faut à tout prix les préserver et assurer le transfert sur la tension VC. C'est-à-dire qu'au final, à la sortie de mon conditionneur, et c'est, rappelez-vous, hein, l'étape 1, donc le niveau 1 qui nous renseigne là-dessus, hein, on veut obtenir une tension VC qui soit simplement égale à GV fois EG, ou VC égale GT fois IG. Hein. C'est le cas idéal. J'ai un capteur qui me délivre à vide une tension EG. J'ai besoin de transformer cette tension pour l'interfacer correctement avec notre convertisseur analogique numérique. Je dois réaliser, dans cet exemple très simple ici, simplement une fonction d'amplification. La sortie de mon conditionneur ne doit être qu'une multiplication de EG fois GV. Vous savez bien que pour avoir effectivement ça, il faut respecter les conditions d'adaptation d'impédance. Hein. Il faut que RE soit très grand devant RG, il faut que RS soit très petit devant RCAN. Donc ça, c'est dans le cas d'un bloc de transfert en tension. Je vous laisse revoir seul les conditions d'adaptation d'impédance quand il s'agit d'un bloc de transimpédance. Petit détail important à souvenir aussi, hein, les ordres de grandeur, hein, que l'on met derrière le très grand devant et très petit devant. Ordre de grandeur à connaître. Attention, ce n'est pas une règle, c'est juste un ordre de grandeur. C'est un rapport 100, hein, rappelez-vous, hein, quand la résistance d'entrée est à minima 100 fois plus grande que la résistance RG, on transfère 0,99 fois la tension EG sur la tension d'entrée VE. Donc, dit autrement, on ne dégrade que de 0,1%
la tension à vide de notre générateur équivalent lorsqu'on vient le connecter à l'entrée de l'amplificateur. Donc ça, c'est à minima la condition à respecter la plupart du temps. Avoir au moins ce rapport 100. Ça marche évidemment aussi pour la sortie. Cette fois-ci, pour assurer le transfert optimal de la tension à vide de mon amplificateur de sortie, donc GV fois VE si c'est un ampli de tension, sur l'entrée du convertisseur analogique numérique. Et cette fois-ci, il faut que la résistance du convertisseur analogique numérique, la résistance d'entrée, pardon, RCAN, soit à minima 100 fois plus grande que RS. Une fois de plus, ce n'est pas une règle, c'est juste un niveau de grandeur, on va dire, minimal à garantir pour assurer, je dirais, une faible dégradation du signal, ou dit autrement, hein, un transfert optimal de ma tension à vide vers la tension d'entrée du convertisseur analogique numérique. Et enfin le troisième niveau, on l'a dit, hein, même si pour l'instant on l'a pas encore peu abordé, mais ça sera vraiment ça la finalité, je dirais, de la suite du cours, proposer des solutions technologiques, donc trouver les circuits qui permettent de remplir d'une part les fonctions déterminées par le niveau 1 d'approche, hein, par exemple amplificateur de tension, et puis surtout les blocs qui respectent les spécifications qui vont être déduites du niveau 2. Je dois avoir par exemple un bloc amplificateur de tension avec une impédance d'entrée supérieure ou égale à une certaine valeur et une résistance de sortie inférieure ou égale à une certaine valeur avec un certain gain. Vous devriez bientôt être capable, sans hésitation, dès lors que vous avez les spécifications, être capable de proposer un circuit correspondant. Et ça, vous le savez, hein, vous avez commencé à le voir, on l'a déjà fait. Hein, c'est typiquement des blocs qui utilisent les AOP. Hein. On voit bien qu'avec cet AOP, on arrive quasiment à proposer toutes les solutions en termes de fonctions à réaliser, hein, que ce soit amplification de tension, transimpédance, et même amplification de tension avec décalage, hein, qui sont, une fois de plus, les opérations classiques qu'on va chercher à réaliser sur ce type d'interface. Alors peut-être pour se rappeler une fois de plus tout ça, on va reprendre un exemple qu'on a fait en cours. Alors bon, on n'était pas tous forcément en cours, donc c'est quand même important ici de le revoir. Je reprends l'exemple que j'avais appelé l'exemple fil conducteur, qui consistait à interfacer correctement un capteur de température. Donc le cahier des charges était très simple, hein. On supposait qu'on avait déjà choisi le capteur de température, donc ça c'est en fonction du cahier des charges, en fonction de l'environnement, en fonction de la gamme de température ici que doit remplir mon capteur, en fonction évidemment de ses caractéristiques statiques et dynamiques que l'on connaît maintenant, rappelez-vous le cours précédent sur les caractéristiques dynamiques notamment, le capteur de température a été choisi. Et ce capteur de température ici se comporte visiblement comme un générateur de tension, puisqu'on nous dit qu'il a une caractéristique de type V, donc une tension de sortie à vide, égale de 10-3 fois T. On avait dit que ce capteur était interfacé à un convertisseur analogique numérique unipolaire de tension pleine échelle de 2,5 volts. Donc là, on a un exemple très très simple, hein, et on voit se dessiner très facilement la chaîne de mesure avec les différentes fonctions à réaliser. Donc là, c'était dans le cas, je reprends uniquement le cas, hein, avec une gamme de mesures comprise entre 0 et 100 degrés. Donc on a notre capteur qui génère notre tension V égale 0,02T à vide. Au final, on veut l'interfacer avec notre convertisseur analogique numérique. Donc on doit avoir la caractéristique idéale tracée en vert ici sur le slide, hein, ou sur la gamme de mesure entre 0 et 100 degrés. La tension doit varier d'une manière linéaire et exploiter la gamme pleine échelle de notre convertisseur analogique numérique, autrement dit évoluer entre 0 et 2,5 volts. Donc on doit avoir une droite, hein, d'équation VC égale 0,025 fois T. Et pour passer évidemment de la tension générée par mon capteur à la tension idéale que l'on doit injecter dans notre convertisseur analogique numérique, on avait vu qu'il fallait faire une seule opération, une multiplication d'un coefficient 12,5. Donc cette multiplication, hein, c'est comme à l'entrée on a une tension et comme à la sortie on a également une tension, correspond évidemment à un amplificateur de tension. Donc une fonction principale à réaliser, amplification de tension de gain 12,5. On avait dit, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, hein, que cette étude fonctionnelle n'est pas suffisante. On a déterminé finalement qu'une caractéristique de notre amplificateur, son gain à vide. Encore faut-il maintenant être capable d'affiner ces spécifications et être capable de spécifier l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie que doit avoir cette
Donc le fait évidemment de remplacer chacun des blocs de notre chaîne de mesure par son schéma équivalent va nous permettre de trouver les spécifications qui aboutiront aux conditions d'adaptation d'impédance. Donc notre capteur, comme on l'a vu, hein, est remplacé ici par une source de tension, hein, la tension à vide V, qui était une donnée constructeur, la résistance RG qui est donnée ici, hein, qui fait 500 ohms, qui est une donnée également constructeur. À l'autre bout de la chaîne, on a le convertisseur analogique numérique qu'on va représenter électriquement uniquement par sa résistance d'entrée RC. Qui est donné ici, hein, de 100 kΩ, mais entre les deux, donc on n'a qu'une fonction réalisée, une fonction d'amplification de tension avec un gain de 12,5. Donc on représente avec le schéma équivalent classique d'un amplificateur de tension, résistance d'entrée RE, et à la sortie un générateur de tension GV fois VE, et sa résistance de sortie RS. Donc ce qu'on veut réaliser évidemment c'est le transfert de tension optimal, hein, sur la résistance RC du convertisseur analogique numérique. On veut faire en sorte que la tension VC soit égale à GV fois V. Donc ça c'est vraiment la tension idéale qu'on cherche à voir. Là on fait du Lego entre guillemets, hein. On a un capteur qui à vide génère une tension V, je le connecte sur un amplificateur de gain GV, à sa sortie je veux GV fois V. Et ça vous savez qu'il faut respecter les conditions d'adaptation d'impédance pour effectivement avoir ce transfert optimal. Il faut que RE soit très grand devant RG et RS très faible devant RC. Donc ça pour un bloc d'amplification de tension. Alors une fois de plus, hein, on en a déjà parlé tout à l'heure, vous savez bien que derrière le très grand devant et très petit devant, il faut connaître à minima l'ordre de grandeur, hein. Savoir que à minima, il faut que RE soit 100 fois plus grand que RG. Donc ça nous permet d'assurer un transfert de la tension à vide V sur la tension d'entrée, sur l'entrée, pardon, de l'ampli à 0,1% près, autrement dit VE sera supérieur ou égal à 0,99 fois V. De la même manière, en sortie, hein, si la résistance de sortie est 100 fois plus faible que la résistance de charge équivalente, ici la résistance d'entrée du convertisseur analogique numérique, en l'occurrence ici l'application numérique nous donne une résistance de 1K, à ce moment-là la tension de sortie VS sera supérieure ou égale à 0,99 fois la tension à vide, autrement dit GV fois VE. Donc on voit que si on respecte à minima ces deux conditions d'adaptation d'impédance, on aura au final une tension VC. Alors attention, là il y a un petit quiproquo, hein, j'appelle un coup VC un coup VS, hein, c'est la même, je viens juste de m'en apercevoir, c'est la même chose. Donc VC sera supérieur ou égal à 0,98 fois GV fois V. Donc ça, une fois de plus, c'est pas une règle, c'est juste un ordre de grandeur à connaître, hein. Si on peut avoir des rapports beaucoup plus grands, évidemment, on n'hésite pas et on choisit le circuit qui permet de respecter ces conditions. Donc au final, dans notre cas très simple, on voit que notre amplificateur doit avoir un gain de 12,5, doit avoir à minima une impédance d'entrée de 50 kΩ et avoir une résistance de sortie qui soit au maximum de 1 kΩ. Et on en est donc au troisième étage, et là, c'est là encore, hein, où vous avez besoin de progresser un peu, puisque vous ne connaissez pas encore tous les blocs fondamentaux utilisant les amplificateurs opérationnels, même si on en a déjà vu un certain nombre. Mais il n'empêche que sur un exemple très simple ici, vous devriez être capable d'identifier très rapidement le montage qu'il faut mettre derrière l'amplificateur pour répondre à ces spécifications. Et ici, c'est un montage de type non-inverseur. Et vous voyez bien qu'on va même largement au-delà des spécifications, puisqu'avec notre montage non-inverseur, on va avoir une résistance d'entrée qui est infinie. Donc ça, c'est quand l'AOP est considérée comme idéale. Mais rappelez-vous, on l'a vu en cours, vous l'avez vu en TD, hein, même avec l'AOP réelle, hein, la résistance d'entrée d'un montage non-inverseur peut être très très grande, hein, jusqu'à 10 puissance 12, voire même 10 puissance 15 ohms. La résistance de sortie, lorsque l'AOP est idéale, elle est nulle. Une fois de plus, hein, avec l'AOP réelle, elle n'est pas nulle, mais elle peut être également très faible. Et puis on connaît le gain, hein, qui est de la forme 1 plus RF sur R2, donc il suffit de choisir judicieusement le rapport des résistances pour avoir notre gain de 12,5 au final. Donc vous voyez bien, hein, évidemment l'exemple est très simple ici, mais en suivant cette méthodologie, on conçoit que dans des cas plus complexes, on arrivera toujours finalement à avoir une solution a priori optimale, du moins se rapprochant au mieux de la solution idéale. Donc le niveau 1, déterminer les fonctions à réaliser. Niveau 2, déterminer les spécifications de chacun des blocs, donc à minima, hein, les gains,
les impédances d'entrée, les impédances de sortie. Et le niveau 3, mettre derrière chacun des blocs les circuits qui permettent d'avoir les bonnes spécifications. Une fois de plus, on est vraiment au cœur de l'objectif de ce cours d'interface des capteurs. Et vous voyez bien que c'est réellement, d'un point de vue pratique, ce qui sera attendu ensuite dans une démarche d'ingénierie. Vous avez un cahier des charges, vous êtes capable soit de faire l'expertise, soit même de faire le design de ce genre de dispositif. Alors pour finir, vous voyez bien qu'il y a 2 points impératifs pour atteindre cet objectif partiel qu'on s'est fixé. Je vous avais dit que finalement aujourd'hui on essayait de faire un bilan provisoire et de voir où on en était par rapport à l'objectif du module C2, du moins sur la partie interfaçage des capteurs. Donc vous voyez bien qu'il est impératif de savoir modéliser un capteur à partir des informations connues. C'est toujours le point un peu délicat. Le capteur, on va le choisir en fonction du cahier des charges, une fois de plus, je l'ai rappelé tout à l'heure, en fonction de la gamme de température qu'on veut, en fonction de l'environnement. Souvenez-vous, l'exemple qu'on avait pris avec les capteurs de température, en fonction évidemment de l'environnement, on ne va pas du tout choisir le même type de capteur de température. À un moment ou à un autre, quelles que soient les infos dont on dispose, ça peut être les caractéristiques V2I, ça peut être juste des éléments issus du datasheet, ça peut être même des mesures expérimentales. Quoi qu'il en soit, à partir de ces données, il faut être capable de proposer un schéma équivalent. Vous voyez bien que c'est le point de départ et c'est incontournable pour pouvoir ensuite vraiment modéliser complètement notre chaîne de mesure. Donc ça, c'est le premier point fondamental. Deuxième point, on l'a vu, même si ici on en a vu un simple, il faut connaître impérativement tous les blocs amplificateurs élémentaires, et ça sera l'objet du prochain bloc de cours, où je vous rappellerai vraiment toutes ces fonctions et ces blocs élémentaires. Une fois de plus, rappelez-vous, dans le cadre un peu de cette formation distancielle, on recentre un peu les objectifs du module sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, ils sont ici. Aujourd'hui, le fondamental, la chose fondamentale, c'est être capable de modéliser des capteurs. C'est ce qui va faire ce qui fait l'objet des exercices que je vous propose par la suite. Donc vous trouverez les énoncés complets sur Moodle. Je vous donne quand même de manière très générale les objectifs suivis par ces exemples. Donc les exemples sont tous finalement construits un peu de la même manière. On vous donne des caractéristiques de capteurs. Et l'idée, c'est de trouver un schéma équivalent. Donc, comment représenter, par quelle source équivalente représenter ces capteurs. Vous voyez, les 2 premiers exemples sont 2 capteurs de luminosité totalement différents. Dans un cas, c'est une photodiode. Dans l'autre cas, c'est une photorésistance. Dans un cas, c'est linéaire. Dans un cas, c'est pas linéaire. Dans un cas, c'est actif. Dans un cas, c'est pas actif, etc., etc. Quoi qu'il arrive, sur ces 2 capteurs totalement différents, vous verrez qu'à un moment ou à un autre, vous serez capable de le représenter sous la forme d'un générateur de Thevenin ou Norton, ça dépend évidemment du type de capteur, équivalent. L'exemple suivant, c'est un capteur de température intégré, donc là c'est un capteur de type commercial. De nouveau, un certain nombre d'infos issues du datasheet. On voit de nouveau une caractéristique V de I du capteur, suivant les spécifications du constructeur qui conseille d'utiliser le montage que vous avez sur la gauche pour pouvoir utiliser pleinement, je dirais, les capteurs. Et enfin, le dernier exemple, issu d'un cas réel aussi, capteur de pression injecteur automobile pour l'injection du carburant dans un moteur thermique. Donc, de la même manière, à partir de la caractéristique, essayer de trouver les sources équivalentes. Donc ça, ce sont des cas à chaque fois réels. Et de nouveau, on est réellement dans une démarche de type purement ingénierie. On a un certain nombre d'éléments, on est capable de les modéliser sous la forme de sources, ce qui nous permettra de continuer notre méthodologie. J'en ai fini pour ce bloc, relativement court. Ce qui est important, c'est surtout bien comprendre les exercices à faire et bien comprendre comment on modélise à partir des données diverses et variées, finalement, à partir des données disponibles des capteurs, comment être capable de proposer un schéma équivalent.